Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après cette petite absence pour ma vidéo bilan du mois d'août. Alors je voulais vous la tourner avant, mais avec un ado à la maison, c'est impossible, donc je vous fais ça maintenant. Là, ça y est, la rentrée, ça recommence. Donc enfin, j'ai le temps de pouvoir retourner des vidéos. Donc je vous présente tout ce que j'ai lu au mois d'août. Alors de tout ce que j'avais prévu dans ma palle, j'ai lu que 2 livres. Parce que j'ai une grosse panne de lecture, impossible de lire quoi que ce soit. Donc, c'est des BD de mon fils qui peuvent être lus à tout âge, que je vais vous présenter, qui m'ont sorti de cette panne de lecture et qui m'ont permis après de lire 2 autres gros livres. Donc, je vous présente ça tout de suite. Alors, en premier, j'ai lu le Martin Mystère, le réveil du sorcier aux éditions Caméléon, pardon. Alors, Martin Mystère, pour ceux qui sont des années 90-2000, je pense que vous connaissez. C'est le jeune garçon qui est là, Martin, avec sa demi-sœur Diana, qui travaille pour Moon et qui travaille dans une organisation secrète qui traque tout ce qui est phénomène inexpliqué et tout ce qui peut être du style extraterrestre. Et c'est tous des one shot, donc vous pouvez tous les lire séparément. Dans cet épisode-là, au début du livre, dans un temps assez ancien, on va retrouver des paysans qui pourchassent un homme qui est un sorcier. Ils vont réussir à l'arrêter et l'emprisonner. Et Martin va, malgré lui, quelques années plus tard, donc le libérer, et on va voir donc ce qui va se passer suite à ça. Alors j'ai bien aimé ces 2 bandes dessinées, j'en ai une autre à vous proposer encore de Martin Mystère, parce que Martin c'est un personnage qui est marrant, qui est mignon, qui est coureur de jupons, il drague toutes les filles de son lycée. Diana, par rapport à lui, est quelqu'un de beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus calme. C'est une littéraire, quelqu'un qui est très curieuse, qui s'intéresse à tout. Et souvent, elle rattrape les erreurs de son frère, de son demi-frère, elle rattrape les bourdes de son demi-frère. Alors, pour ceux qui connaissent aussi, les parents de Martin, de Diana, ont disparu suite à une expédition. Pour l'instant, ils sont introuvables. Et donc là, dans cet épisode-là, on va suivre les péripéties de Martin pour essayer de rattraper ce sorcier et qui sait peut-être réussir de nouveau à l'emprisonner. Donc, comme je vous ai dit, ça se lit à tout âge, toutes les BD que je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer quelques planches. Ce que j'aime bien aussi dedans, vu que c'est pour jeunesse, c'est très coloré. C'est des dessins grossiers, c'est très coloré, beaucoup texte court. Il n'y a rien de compliqué, n'importe qui peut lire ça. Je veux dire, vous n'allez pas vous casser la tête à essayer de comprendre l'histoire. Hein. C'est très compréhensible vu que c'est de la jeunesse. Mais sans pour autant que ça soit quelque chose d'idiot, je veux dire. C'est simple, mais c'est pas idiot non plus. C'est pas prendre les jeunes pour des imbéciles. Toutes les histoires sont intéressantes de Martin Mystère. Ce que j'aime bien aussi dans cette BD, on va retrouver Java. Alors pour ceux qui connaissent Java, ben, c'est un homme des cavernes qui a été ramené par Martin Mystère donc lors d'une de ses expéditions. Il était dans la glace, je crois, si je me rappelle bien l'épisode à la télé, parce que ça passait aussi en dessin animé. Pendant un moment, j'avais découvert comme ça. Et Java est un homme assez bourru, donc qui apprend petit à petit à vivre au XXe siècle, et découvre les choses du XXe siècle. Donc, à lire. Essayer de les poser quelque part. Je vous ai pas dit qui sont les auteurs, pardon, quand même, ça se fait pas.
Donc les Martin Mystère, c'est écrit par, je ne sais même pas si c'est marqué quelque part. Collection graphique Emmanuel Pinchon, maquette et lettrage Michel Alfalo. Série. Donc le deuxième c'est Martin Mystère, le hurlement du loup-garou. Donc toujours aux éditions du Caméléon. Alors là, on va découvrir un peu la base secrète donc dans laquelle Martin Mystère et sa sœur Diana travaillent. Donc qui est dirigée par Moon. Je sais même plus si Moon si c'est une humaine ou si c'est une extraterrestre, je sais plus. Je crois qu'on la voit un moment dedans. Bon, elle a une apparence humaine, mais je crois pas que c'est une humaine. Celle qui dirige ce centre, c'est elle. Pour ceux qui connaissent le dessin animé, ben, ils vont la reconnaître. Là, dans cet épisode, un loup-garou assez spécial a été capturé. Et Martin Mystère a toujours une montre sur lui. C'est une montre spéciale qui lui permet d'être en contact avec Moon. Grâce à ça, Moon lui donne ses ordres. Il peut aussi visualiser euh, les, les créatures qui sont non humaines. Grâce à ça, il peut aussi envoyer des données à Moon, comme récolter des indices style ADN et envoyer ça par données à Moon. Euh, mais là, au départ, Martin Mystère va se servir de sa montre pour recenser toutes les filles du campus et, euh, et commencer à toutes les draguer. Et Moon va s'en apercevoir, elle va le gronder parce qu'il n'a pas à se servir de cette montre pour ça. Et comme punition, elle va lui demander de nettoyer toutes les cages du centre où sont enfermés des aliens ou des monstres. Et Martin va donc être obligé de faire ça. Il va nettoyer la cage où est le loup-garou. Mais il trouve ça bizarre parce que Moon lui a dit que cette cage était occupée et pourtant il ne voit pas de loup-garou dedans, il ne voit personne. Et juste à la fin, avant de sortir, il s'aperçoit d'une présence. Il est griffé par le loup-garou et donc petit à petit, on va voir ce qui va se passer. Alors au départ, il comprend pas trop Martin Mystère ce qui se passe parce qu'il y a donc, vous l'aurez compris, des changements qui s'effectuent. Le loup-garou va aussi réussir à s'échapper et donc on va suivre les aventures de Martin et de ce loup-garou et on va voir donc ce qui se passe par la suite. Je vais aussi vous montrer quelques planches pour vous donner envie. Donc déjà la première, au début, vous avez ça. Donc je vous disais, Java, l'homme de préhistorique, c'est lui. Mais bon, ceux qui connaissent le dessin animé vont le reconnaître. La première planche, ça commence quand le loup-garou se fait attraper et qu'il est amené au centre par d'autres personnes du centre. Et donc, il est mis dans une cage spéciale. Alors, ces deux Martin Mystère, j'ai beaucoup apprécié parce que, comme je vous dis, c'est des livres que vous pouvez lire à tout âge, à partir de 7 ans. Je veux dire de 7 ans jusqu'à j'ai 45 ans et j'ai apprécié. Donc, vous pouvez y aller sans problème. Après, c'est un Boulet Bill, le numéro 21 aux éditions Dupuis. Alors, pour les plus anciens comme moi, donc je pense que vous allez reconnaître, vous allez connaître cette BD Boulet Bill. Alors ici, on suit les aventures de Bill, le cocker. Alors oui, je sais, c'est bizarre pour les plus jeunes si vous ne connaissez pas. Dans ce livre, c'est bien le chien qui s'appelle Bill et de son petit maître Boule, donc c'est l'enfant. C'est bizarre, oui, je sais, mais bon, moi, la première fois que j'avais connu cette BD, ça m'avait aussi surpris.
Est-ce qu'on voit Boule quelque part? Boule, c'est le petit garçon qui est là. Ça, c'est son père. Et là, il y a sa mère quelque part. Et ça, c'est sa mère. Ah bon. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pouvez... Et celui-là, c'est le numéro 21, c'est marqué dessus. Vous pouvez lire tous les Boulet Bill aussi par la suite si vous les avez du numéro 1 jusqu'au numéro... Je pourrais pas vous dire combien il y en a actuellement, mais il y en a énormément. Euh, dans chaque euh, dans chaque BD, chaque planche ou chaque deux planches, ça représente une petite histoire où on va suivre donc les péripéties de Bill et de Boule. Alors pourquoi ça peut se lire par tout le monde? Parce que déjà c'est cocasse, parce que c'est le chien qui s'appelle Bill, comme je vous l'ai dit avant, et non le petit garçon. Et puis c'est des choses qui sont tendres, des histoires qui sont rigolotes pour la plupart du temps, qui sont pas agressives, que tout le monde peut lire. Il y a pas de violence dedans, il y a pas de mort, de choses sanglantes. Donc vous pouvez y aller sans problème. Puis j'ai attaqué Titeuf de Le sexe et les bretelles, c'est le tome 1. Alors pareil, Titeuf, je pense que vous connaissez tous, hein. C'est un petit garçon d'une dizaine d'années, je pense qu'il a à peu près, qui est au primaire. Et on suit ses péripéties en cours avec ses autres amis et puis les filles de sa classe. Alors c'est un âge, ouais, il a une dizaine d'années, je crois à peu près, où il commence à s'intéresser aux filles, où il commence à s'intéresser un peu aux choses du sexe. Après, par rapport au titre, c'est pas du tout vulgaire. Vous pouvez lire ça déjà à partir d'une dizaine d'années, même un petit peu avant. Je veux dire, il y a rien de choquant. On va découvrir donc Titeuf, euh, les autres personnages qui sont principaux comme ses amis, et les deux filles qui tout au long des Titeuf tiennent le cœur de Titeuf, parce que Titeuf il craque pour deux filles, pour Nathalie qui est un peu plus âgée que lui et pour Nadia qui est dans sa classe. Puis j'ai entamé toujours dans les BD jeunesse la saga Angelo du Lac, Le Temps des Loups, le tome 1. Angelo du Lac 2, Le secret de la caravane. Et Angelo du Lac 3, Les frères vengeurs, aux éditions Bayard, édition Astrapi. Alors ça, c'est un jeune garçon, donc bon, voilà, qui s'appelle Angelo. Il s'appelle Angelo parce que c'est un orphelin. Il a été retrouvé quand il était tout petit par d'autres orphelins qui l'ont pris sous leur aile et qui l'ont élevé. Donc on le voit là quand il est petit. Et une des filles du groupe d'orphelins va l'appeler Angelo parce qu'elle trouve qu'il a un visage d'un ange. Et vu qu'il a été trouvé près d'un lac, elle lui donne donc ce nom-là, Angelo du lac. Alors là, dans le premier épisode, on va donc suivre ses aventures auprès de ses quelques compagnons, donc ses autres enfants orphelins. Ça se passe plutôt dans un temps de chevaleresque, ça, donc plutôt dans le Moyen Âge, je dirais, puisqu'il y a des chevaliers dedans. Ça se passe pendant une période qui est assez sombre quand même, qui est pas violente donc qui est pas violente, mais qui est sombre parce que il y a quelques grands seigneurs qui se font la guerre entre eux et le peuple, bien sûr, lui, ben, il subit ça et il doit se débrouiller comme il peut pour vivre. Au départ, Angelo, donc avec ses amis, vit de petits vols, de petits larcins ou de tours comme des tours de jonglerie qu'ils font dans la rue. Suite à un événement, Angelo va rencontrer un duc, je crois. Je crois que c'est un duc ou un comte, je sais plus.
Et à la fin, il va se séparer de ses amis parce qu'il va aussi s'apercevoir de quelque chose. Et il va suivre le comte pour devenir son écuyer parce que le comte va lui proposer de devenir son écuyer. Donc dans le deuxième, on va donc suivre Angelo qui est au service de ce comte. Et lors d'un voyage, ils vont rencontrer une caravane, un groupement de caravanes. Et dans cette caravane, il y a deux secrets que je ne vais pas vous révéler, qui font donc partie intégrante de ce tome. Deux secrets que Angelo et le comte vont devoir protéger jusqu'à une certaine destination. À la fin du deuxième, Angelo va se séparer du comte parce que son but à lui, c'est de suivre la jeune fille qu'il y a en photo derrière et aussi à par la suite essayer de retrouver ses amis. Dans le tome 3, bah, toujours pareil, on suit Angelo qui a suivi cette jeune fille. Et il va retrouver à un moment donné le comte. Le comte va l'aider aussi grâce à une autre personne à retrouver ses amis. Et je vous en dis pas plus. Est-ce qu'il va les retrouver? Est-ce qu'il va pas les retrouver, ses amis? Franchement, si vous voulez savoir, allez-y, lisez-le. Malgré qu'il y a quelques scènes de combat dans ce livre, c'est pas du tout violent. Vous pouvez lire ça à n'importe quel âge. Autant les trois, vous pouvez les lire déjà, comme je vous dis, à partir de, je dirais, 7 ans, entre 7 ans et plus. Y a pas de souci. Vous avez une ou deux scènes de combat entre chevaliers, mais vous voyez pas de sang, vous voyez pas de choses comme ça. C'est pas du tout gore. Donc vous pouvez y aller. J'ai entamé ensuite avec d'autres Boulet-Bill. Boulet-Bill tome 11. Boulet-Bill tome 21. C'est encore un numéro 21 comme l'autre, mais c'est différent de l'autre que je vous ai montré avant. Boulet-Bill 9. Boulet-Bill 60. Et maintenant, j'en arrive aux autres livres. Cette vidéo va être un peu longue, mais bon, il y a besoin. J'ai lu aussi un livre que mon fils avait lu en 6e, qui s'appelle Comment écrire comme un cochon d'Anne Fine. C'est aux éditions... quelle édition? Bonne question. 9, l'école des loisirs, qui est traduit dans l'anglais par Agnès Dessart. Alors, comme un cochon, ça va raconter l'histoire de... Faut que je retrouve son nom. De Chester Howard, qui est un jeune garçon qui a déjà connu pas mal de déménagements parce que sa mère travaille dans une branche spéciale, dans la chimie, je crois, si je me rappelle bien. Et il va atterrir dans une nouvelle ville et donc dans une nouvelle école. Et là, dès le début, il sent qu'il va pas se plaire dans cette école parce que tout le monde est beaucoup trop gentil. La maîtresse, les élèves, par rapport à ce qu'il a connu avant, ça ne lui plaît pas. Et puis, il va être installé à côté de Joe Gardner, voilà. Un petit garçon de son âge qui n'est pas bête a priori parce que il fait pas mal de choses chez lui, genre comme des maquettes, je ne sais plus avec quoi il les fait, mais qui a beaucoup de difficultés à l'école. Euh, Au départ, puis la maîtresse, je sais plus comment elle s'appelle, leur maîtresse leur confie un devoir à rendre parce qu'il y aura bientôt une présentation de la classe et de tous les élèves aux parents. Ils doivent rendre un manuel et écrire sur quelque chose qu'ils veulent. Et Chester va aider Joe à remplir son manuel qu'ils vont intituler Comment écrire comme un cochon parce que Joe a des difficultés scolaires et il a du mal à écrire. Alors comment écrire comme un cochon? C'est-à-dire que c'est un manuel si vous écrivez mal pour écrire comme un cochon. Je retrouve un exemple.
Parce qu'en général, Joe, on a du mal à le comprendre parce que son écriture, c'est ça, quoi. C'est très, il sait pas très bien faire les lettres, il a du mal pour certaines lettres, il écrit très très mal. Donc, en fait, le manuel, ça va expliquer aux autres élèves comment faire pour écrire comme un cochon, par exemple, de faire telle lettre et telle lettre de telle manière, pour qu'elle soit illisible, etc. J'ai bien aimé ce livre parce que au départ, on voit que Chester a du mal à s'intégrer à cette nouvelle école. Il se dit tout de suite, je vais pas réussir à y arriver, à me faire des amis dedans. Je vais pas me plaire. Et petit à petit, il se prend d'amitié pour ce garçon, Joe Gardner. Donc, il découvre l'amitié, il découvre l'entraide, ce qu'il ne faisait pas avant dans ces autres écoles. Il y a aussi un événement qui se passe à la fin du livre, donc pendant le moment où les parents visitent l'école, où il va révéler à tout le monde les talents de Joe, où Chester va révéler à tout le monde les talents de Joe. Je vous dis pas comment. J'espère que vous allez lire ce livre. Il est très intéressant. Il est très court, il se lit très vite, hein. J'ai beaucoup apprécié ce moment parce que, comme je vous dis, ça parle d'amitié, ça parle d'entraide, ça parle de soutien, ça parle de différence, ça parle de comment accepter la différence des autres aussi par rapport à deux petits garçons je pense qu'ils ont aussi à peu près dans les 7-8 ans parce que d'après ce qu'ils disent, je dirais qu'ils sont aussi au primaire. Puis ça m'a permis d'entamer la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions De Fallois Éditions, je crois que c'est ça, hein. Oui, de Fallois Poche, pardon. Alors là, on va suivre donc l'aventure de deux écrivains, Joel Dickers, qui est un écrivain qui a connu un énorme succès avec un livre, Les Origines du Mal, je crois, je crois que c'est ça le titre, et un autre qui est Marcus Goldstein, si je me rappelle bien de son nom. Enfin, je vais dire Marcus parce que je crois que c'est Marcus le prénom, qui est un ancien élève de Joel Dickers. Il le retrouve dans la petite ville où Joel Dickers a aménagé. Et là, malheureusement, suite à un événement, on va retrouver les restes d'un cadavre d'une jeune fille dans le jardin de Joel Dickers. Donc, bien sûr, il va être accusé de ce meurtre. Et on va se rendre compte que c'est une jeune fille qui aurait disparu 10 ans avant, je crois, si je me rappelle bien, une dizaine d'années avant. Alors pour Marcus, bien sûr, c'est impossible que son ami et ancien maître d'école, Joel Dickers, soit coupable. Donc il va mener l'enquête. Et si vous voulez découvrir ce qui se passe, si Joel Dickers est vraiment coupable donc du meurtre de cette jeune fille, allez-y, lisez-le, vous allez être surpris. C'est que des rebondissements dans ce livre. À des moments, vous pensez savoir qui a tué la jeune fille, vous vous apercevez que non, c'est pas ça du tout, qu'il y a d'autres rebondissements. En plus, ce que j'aime bien, c'est que ça se passe dans une petite ville des États d'Amérique, je sais plus le nom de la ville. On voit bien aussi combien dans une petite ville il peut y avoir de secrets, déjà des secrets dans chaque famille, puis après combien les secrets peuvent être connus par tout le monde parce que c'est une petite ville, chacun se connaît, donc on peut connaître assez rapidement la vie des autres, enfin au moins une partie des autres. Il y a donc des non-dits, des choses cachées, des choses comme ça. Il est très intéressant vraiment, c'est un très bon moment de lecture. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Et puis, pour finir, j'ai entamé Memorex pardon, de Sidney Van Wilder aux éditions Gulfstream et c'est dans la collection Électrogène. C'est les belles collections, vous savez, avec les belles couvertures, les belles tranches de couleurs. Franchement, c'est magnifique ces livres. Alors là, on va suivre, ça fait un moment, je l'ai lu aussi
On va suivre la vie de Réa qui a basculé un an avant parce que lors d'une cérémonie que sa mère a organisée à l'ouverture de son à l'ouverture de son agence, qui est une agence pour promouvoir l'art, euh, une explosion va avoir lieu et Réa va perdre sa mère. Et depuis, même un an après, elle continue à faire des cauchemars, elle continue à repenser à cet événement. Mais il y a des choses qui lui manquent parce que elle sent qu'elle comprend pas tout, que c'est pas tout là-dessus, et elle sait pas pourquoi, mais elle y pense très souvent. Alors elle a voulu essayer d'avoir une vie à peu près normale parce que mais c'est pas facile parce que son père fait aussi partie d'une usine qui construit des choses scientifiques parce que c'est un scientifique de génie. C'est une famille qui est donc très médiatisée, qui est très connue. Réa a aussi un frère et les deux essayent tant bien que mal de vivre malgré la médiatisation des deux parents. Et lorsqu'elle est à l'université, elle reçoit un mail d'une photo avec un message marqué qui est souviens-toi, je crois, ou quelque chose comme ça. Je pourrais plus vous dire exactement le message, mais qui lui fait repenser à pas mal de choses et elle comprend pas pourquoi elle reçoit ce message, à part se dire que la personne qui lui envoie ça lui en veut parce que ça lui rappelle de mauvaises choses, ça lui rappelle aussi la mort de sa mère. Et je crois que c'est pendant les vacances de Thanksgiving, je sais plus, enfin, pendant certaines vacances, elle retourne avec son frère et la copine de son frère sur sur l'île familiale parce que où son père a son laboratoire. Des événements se passent. Je peux pas vous dire lesquels parce que sinon je vous spoil. Elle va apprendre à découvrir des choses sur elle, sur la mort de sa mère, sur ce qu'elle pensait. Et ça va la chambouler parce que beaucoup de choses vont lui être révélées. Alors j'ai franchement beaucoup aimé cette lecture parce que au départ on se dit ouais on sait qui a tué sa mère qui a fait exploser le bâtiment mais on pense que c'est l'acte d'un fou mais petit à petit on se rend compte que c'est bien plus complexe que ça, qu'il y a beaucoup plus de choses derrière qui se cachent. Il y a beaucoup de rebondissements aussi dans ce livre. À des moments, on pense que c'est bon, on sait ce qui s'est passé, on sait pourquoi sa mère, on pense savoir pourquoi sa mère est tuée, et alors que non. Ça parle aussi de allitération, je crois. C'est-à-dire que Réa se rend compte que son père a fait certaines expériences sur elle suite au séjour sur l'île et elle va donc aussi surprendre des conversations. Et petit à petit, toujours sur l'île, elle va apprendre énormément de choses sur elle, sur son père, sur son frère aussi. Il y a beaucoup de révélations qui vont être faites, donc vous l'aurez compris. Alors franchement, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, lisez-le parce que il est vraiment très bien. On apprend énormément de choses. On, Ça se lit une fois que je l'ai commencé, franchement, après ma panne de lecture, grâce au BD, je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai pris, j'ai pas réussi à le lâcher parce que je m'attendais à telle chose, c'était autre chose à chaque fois et franchement, il est super. Allez-y. Voilà les loulous, c'est tout pour cette fois-ci. C'est une vidéo qui est un peu longue, mais j'avais pas mal de choses à vous présenter. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye!